Au début de ma carrière à la Sûreté du Québec, il y a une enquête qui m'a hanté. Encore aujourd'hui, elle m'a laissé glacé. Alors installe-toi, baisse la lumière. Écoute, on avait reçu un appel pour une personne qui dormait dans une voiture, au bout d'un chemin de gravier, quelque part en milieu rural, près de Saint-Gédéon-de-Beauce. Le propriétaire du terrain a dit que, techniquement, c'était du huis clos, mais qu'il ne voulait pas porter plainte. Il avait surtout peur. Il disait que le jeune semblait en détresse, qu'il faudrait juste aller voir. Alors je suis allé voir. J'ai roulé jusqu'à l'endroit où la voiture était garée. Quand je dis « le jeune », je veux dire un gamin d'à peu près la fin de l'adolescence, début de la vingtaine. Un gars nommé Jean-François, je l'ai su plus tard. J'ai vérifié la plaque d'immatriculation du Québec. J'ai cherché des infos. La voiture était liée à un signalement de disparition. Elle appartenait à sa mère, Marie-Claude. J'ai senti, sur le coup, un petit soulagement. Je me suis dit, s'il est coopératif, je le ramènerai à Lévis. Sinon, pour intrusion, je pourrais l'interpeller. Simple. Un problème qui se règle. Je me suis approché lentement. Les graviers ont crissé sous mes bottes. L'air sentait l'huile froide et la feuille morte. Il était affalé jusqu'en arrière, sur le siège passager avant. J'ai tapoté la vitre, la main près du stylo-matraque sur la ceinture. Il a ouvert les yeux. Je lui ai souri, posé un « Hé, réveille-toi, mon vieux, on peut jaser ». Et j'ai su, avant même d'avoir fini ma phrase, que quelque chose n'allait pas. Ses yeux se sont ouverts comme des pièces de monnaie prêtes à tomber. Le sang a quitté son visage en un instant. J'ai vu la couleur s'éteindre. Et puis j'ai vu l'acier. Un pistolet dans sa main. Mon entraînement a pris le dessus. Je me suis reculé d'un pas. J'ai dégainé. J'ai crié « Lâche ton arme, lâche ton arme !» Mais tout est arrivé trop vite pour tout comprendre. Il a mordu la crosse. D'un seul mouvement. Il a pressé la détente. Le bruit m'a brisé le corps. Un claquement sec, court, sordide. J'ai senti le souffle me quitter. Ma poitrine tambourinait tellement fort que j'entendais mon propre cœur. Il était mort sur le coup. J'ai attendu, gelé, le secours de la sûreté à Thetford Mines et les paramédics d'urgence qui les sentaient. Ils ont couru, ont essayé. Rien n'y a fait. Il a été déclaré mort sur place. Je suis allé annoncer la nouvelle à sa mère. Je conduisais jusqu'à Lévis, en traversant le fleuve Saint-Laurent. J'avais les mains encore tremblantes sur le volant. Dire à une mère que son fils n'est plus, c'était la chose la plus dure que j'ai eu à faire. Sa maison sentait la soupe réchauffée et la lessive. Elle est restée extrêmement brave. Elle m'a raconté tout ce qu'elle savait. Chaque mot m'a cogné. C'est en tenant son rapport de disparition que j'ai découvert des détails qui m'ont glacé l'échine. Elle m'a dit qu'elle s'était réveillée en pleine nuit devant une odeur de fumée. Elle était descendue. La fumée venait d'un feu dans une poubelle, dans sa cour arrière. Elle a pris un seau à la cuisine, l'a rempli, a balancé l'eau sur les flammes. Puis elle a pensé à son fils. Elle était persuadée que c'était lui qui avait mis le feu. Elle a fouillé la maison. Sa voiture avait disparu. Son fils aussi. Elle a appelé le 911 tout de suite. Le lendemain matin, elle a voulu savoir ce qu'il avait brûlé. Son ordinateur portable et des vêtements. Tout était à moitié consumé, recroquevillé, méconnaissable. Dans sa chambre, il manquait des choses. Le disque dur, je lui ai dit qu'il fallait essayer de récupérer les données. Peut-être un indice, peut-être un mot. Elle m'a regardé, désemparé. Que fait-on quand on perd son enfant dans des circonstances si brutales et si mystérieuses? Je n'avais pas de réponse. Je lui ai dit de m'appeler si elle avait besoin.
Je lui ai présenté mes condoléances. C'était tout ce que je pouvais faire. Les mois ont passé. J'ai géré des centaines d'appels dans la région de la Beauce. La vie quotidienne a repris. Mais cette histoire ne m'a jamais vraiment quitté. Et puis, un jour, la mère m'a rappelé. Après la mort de son fils, la voiture avait été nettoyée par une compagnie privée de Québec. Ils lui ont remis un gros sac noir avec tout ce qui n'était pas trop taché de sang, pour qu'elle trie plus tard. Elle a attendu. Elle pensait trouver des bricoles, des papiers. Ce qu'elle a découvert l'a fait pâlir. Au fond du sac, un vieux feuillet de cantine. Une cantine de la Gaspésie. Elle n'était jamais allée à la Gaspésie. À sa connaissance, son fils non plus. Au dos du feuillet, 2 numéros. 2 numéros de téléphone, une ligne fixe et un cellulaire. Elle a appelé la ligne fixe. Décroché. Coupé. En la tapant dans le moteur de recherche, elle y vit qu'elle appartenait à une compagnie d'expédition à Matane. Une compagnie qui prétendait être définitivement fermée. Elle a appelé le cellulaire. La sonnerie a tourné. Et quelqu'un a fini par répondre. Un homme. Une voix plus âgée. Un accent acadien, raide comme du gravier. Quand elle a prononcé le nom de son fils, Jean-François, l'homme a raccroché net. Elle a rappelé. Rien. Plus de tonalité. Elle a essayé plus tard. Disparu. Elle a été convaincue, et comment la blâmerais-je, que ce mystérieux homme et cette compagnie en faillite avaient quelque chose à voir avec la mort de son fils. Mais il n'y avait pas de preuves. Pas de preuves qu'on puisse amener au poste. Alors notre poste de la Sûreté du Québec n'a pas pu enclencher d'enquête. Rien. Seulement l'ombre d'un lien. La rage et la peur d'une mère. J'ai pensé un moment que l'incertitude la rongerait, que l'ignorance la pousserait à se briser. Puis, plus tard, j'ai compris autre chose, que savoir, parfois, peut tuer aussi. Que découvrir la vérité peut être dangereux, mortel, pour celui qui cherche. Elle tenait entre ses mains un morceau de papier qui sentait encore la graisse et la mer. Un numéro, une voix qui avait raccroché, et un fils qui s'était tiré une balle. Je suis policier. J'ai vu des choses qui glacent l'âme. Mais ce qui me réveille la nuit, ce n'est pas le bruit des sirènes. C'est la bouche ouverte d'un gamin qui mord la crosse, le goût du métal, le feu dans une poubelle, et ce feuillet de cantine qui ne s'explique pas. Parfois, quand je passe devant une poubelle allumée dans une ruelle, je sens encore l'odeur du plastique qui fond. Je sens le seau d'eau dans mes mains. Mon cœur bat comme s'il voulait sortir. Je repense à Marie-Claude, qui a perdu son fils et qui a trouvé 2 numéros au dos d'un vieux menu. 2 bouts de fil que la vie a laissé pendre. Je me demande ce que j'aurais fait à sa place. Et je n'ai aucune réponse qui me rassure. Le dossier est resté ouvert, dans un tiroir, sans suite, sans épilogue. Et parfois, la nuit, quand tout est trop calme, j'imagine le téléphone vibrer sur une table loin, loin vers la mer. Une voix qui répondrait, une porte qui s'ouvre sur autre chose. Et cette pensée me glace encore plus que tout le reste. Pourquoi il a mis le feu? Pourquoi ce feuillet? Qui a raccroché? Qui ment? Qui a su? Je n'ai jamais su. Et c'est peut-être pire encore. J'ai travaillé sous couverture au Québec, autour de Montréal et dans les Laurentides, pendant presque 2 ans. Ma mission avait été d'infiltrer un réseau de trafiquants qui importaient de l'héroïne et de la méthamphétamine médicale depuis l'Asie du Sud-Est. Ils avaient tout un labyrinthe de routes maritimes jusqu'au port de Montréal, lubrifié de pots de vin qu'on disait facilités par l'armée birmane. Ça, ce n'était pas mon affaire. Mon boulot,
c'était de siphonner de l'information sur leurs opérations québécoises pour les faire tomber tout entiers. La première phase avait consisté à étouffer leurs finances, intercepter des cargaisons, mettre la main sur des porteurs d'argent, ce genre de boulot. Mettre la pression comme ça sur une organisation leur faisait perdre le sang-froid. Les gens nerveux font des erreurs. Mais les trafiquants chevronnés sentent quand les flics ont l'air d'être un peu trop chanceux. Ils commencent alors à flairer le traquenard. Et c'est là que tout se complique. C'est là que mon travail devenait insoutenable. Dans ce milieu, un agent infiltré subit des tests de pureté à répétition. On est souvent le petit nouveau. On passe au grill. Si tu tiens ton rôle, si tu restes froid, personne ne peut deviner qui tu es vraiment. Je croyais ça. Je m'y accrochais comme à une équation. Un peu de X, un peu de Y, et tu rentres chez toi le soir. Ne pas y penser, rester dans la formule. Mais plus l'opération avançait, plus les patrons se durcissaient. Ils ont commencé à multiplier les mesures extrêmes pour débusquer un indicateur. Une fois, ils ont annoncé à une bande que des rencontres importantes allaient avoir lieu, à des heures et à des endroits différents, des entrepôts abandonnés à Hochelaga, des chemins de campagne près de Laval. J'ai passé l'info à mes superviseurs, à la Sûreté du Québec. Ils ont envoyé une petite équipe de surveillance. Par un miracle, l'un des gars s'est fait cueillir sur un vieux mandat. Les patrons ont décidé que l'arrestation n'était qu'une mise en scène, sauf que le détenu n'est pas ressorti vivant du centre de détention de Montréal. Ça a détendu l'atmosphère autour de moi pendant un moment. Ils se sont dit que le rat avait été trouvé. L'opération a ralenti. On respirait un peu, puis ça a repris. Et avec la reprise, la peur a remonté. L'agent chargé de la sécurité du groupe, celui que tout le monde appelait Rock, était un type que l'on craignait sans nuance. Même quand il était posé, il mettait la chair de poule. C'était lui qui réglait les comptes, qui attachait les bouts qui dépassaient, qui faisait disparaître les problèmes. Quand il lui a été confié de flairer le rat, il et ses patrons sont devenus paranoïaques. Des gens ont commencé à disparaître. On retrouvait des corps. On arrêtait des individus. On les emmenait dans une caravane perdue au milieu des Laurentides pour une soi-disant vérification de dossiers. Ils partaient pour quelques jours. Ils revenaient aux yeux vides, couverts de bleu, parfois emmaillotés de pansements. Rock et sa bande torturaient. Ils n'avaient pas honte de l'appeler vérif. Ils posaient des questions. S'ils n'aimaient pas les réponses, ils faisaient durer. Ils espéraient que la douleur ferait parler. Moi, j'avais peur d'être tiré au sort. Alors j'ai fait profil bas. J'ai appris à bien jouer mon rôle. Et puis un jour, j'ai été repéré. Parce que j'étais nouveau. C'est tout. On m'a emmené à la caravane. L'écran et la table de la salle étaient aussi banals que possible. Ils avaient laissé ça pour la mise en scène. Mais la chambre, quand on m'y a conduit, j'ai senti un changement de température, d'odeur, d'air. Ce qui avait servi de chambre avait été transformé en salle de torture. Les murs sentaient l'humidité et le désinfectant mal rincé. Il y avait une odeur métallique, comme d'un placard, où l'on garde des outils que l'on n'utilise jamais pour des travaux propres. J'ai compris que j'étais la prochaine victime. La seule pensée qui m'a tenu, c'était que si je tenais, on me mettrait peut-être à l'hôpital, mais qu'on ne me tuerait pas. Survivre à ce test de pureté me donnerait du crédit chez eux. Ils m'ont assis sur une chaise, au centre. J'ai obéi. L'un des gars de Rock m'a enlevé le t-shirt, a attaché mes poignets, mes chevilles, puis a versé une bouteille d'eau sur ma tête. Le froid de l'eau m'a coupé la respiration.
J'ai cligné des yeux pour dégager l'eau, et j'ai vu le pistolet électrique dans la main de Rock. Ils m'ont électrocuté. Ils ont appuyé plusieurs fois. L'eau amplifiait la douleur. C'était un échauffement. Leurs doigts jouaient sur moi, savourant. J'attendais les questions comme on attend le coup de grâce, mais ils ne s'en prenaient pas à mes confessions. Ils voulaient m'habituer à la douleur, me faire croire que la suite serait pire, me dominer psychologiquement. J'ai senti mon cœur tambouriner dans mes oreilles, la sueur qui collait mes cheveux au cuir chevelu. Le métal de la chaise a râpé contre mes os. L'odeur du caoutchouc brûlant de l'appareil électrique m'est entrée dans la bouche. Puis Rock s'est approché, a tiré une photo de sa poche et me l'a montrée. C'était une photo de ma mère. Là, le pire m'a traversé comme une lame froide. Ce n'était plus du jeu, c'était viscéral, physique. Je me suis figé. Les mots sont morts dans ma gorge. Roche m'a dit qu'il savait retrouver n'importe qui, qu'il suffisait que j'avoue être le rat, et il me donnerait une mort rapide. Et ma mère? Si j'ouvrais ma bouche, elle serait en sécurité, il l'a promis. Si je continuais à mentir, il me montrait une vidéo de sa torture et de son assassinat. Puis il ferait la même chose. La voix de Rock était calme, trop calme, comme si on parlait d'un rendez-vous banal. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Si je leur disais la vérité, ils tueraient ma mère. C'était une stratégie, un piège. Ils m'avaient traqué jusque-là. Ils avaient trouvé ma famille pour me forcer. Ils pensaient que j'allais craquer. J'ai continué à jouer la formule. J'ai menti. Encore. Je les ai noyés sous des mensonges. J'ai tenté de dérailler la conversation. J'ai dit que je ne lui avais pas parlé depuis des années. J'ai promis, pour les amadouer, de payer 2000 $ canadiens pour qu'on me dise où elle se trouvait. J'ai mis tout ce que j'avais dans un discours improvisé. Un peu d'accusation, beaucoup de chagrin, assez pour qu'ils croient à mes débordements maternels. Ça a marché, pour un temps. Rock a dit que si jamais il retrouvait le rat, il me dirait où il l'avait trouvé. En attendant, je devais me rappeler ce qu'il pouvait lui faire si on découvrait que c'était moi qui filtrais de l'info aux flics. Ils m'ont relâché après ça. J'ai rendu visite à mes superviseurs. Ils ont dû me calmer, me retenir d'abandonner l'opération. Ils m'ont promis. Ils ont dit qu'ils avaient emplacé ma mère en protection temporaire, que j'étais en sécurité pour continuer. Thèse, débrief, promesse. J'ai tenu parole. Je n'ai rien fait jusqu'à ce que je l'entende au téléphone, qu'elle gueule contre le motel minable où on l'avait logée près de Sherbrooke. C'était à peu près 1 an après le début de l'opération. 6 mois après, l'opération a pris fin. Pendant tout ce temps, j'ai fait des cauchemars. Presque chaque nuit, je me réveillais en sueur, avec l'image du supposé snuff de ma mère qui me rongeait comme un insecte. Quand l'opération s'est conclue, environ 60% de l'organisation regardait maintenant des peines lourdes. On avait mis à jour un dossier énorme. J'ai eu accès au dossier complet. Et là, j'ai découvert que je n'étais pas le seul à avoir aidé à faire tomber l'affaire. La Gendarmerie royale du Canada avait un indicateur confidentiel à l'intérieur du réseau. Les rapports ne donnaient pas de nom, mais en les lisant, je me suis fait une idée. Cet indicateur était un type haut placé dans l'appareil de sécurité du groupe. Il avait été essentiel pour aider l'organisation à traquer ses propres suspects. Le même gars qui, à la surface, cherchait le rat, passait des infos aux flics. C'était un génie tactique. Un coup d'échec de génie, un 40, si on veut le dire ainsi, manigancé par la gendarmerie. Résultat, presque tout le monde a fini par être suspecté, accusé, embarqué.
sauf un, sauf Roch. Je me suis demandé si la gendarmerie ne s'était pas servie de mon dossier, s'ils n'avaient pas récupéré la photo de ma mère et l'avaient donnée à Roch pour renforcer leur crédibilité auprès de moi, pour que je croie qu'ils étaient sérieux. Ça les arrangeait. Moi, ça m'a sauvé la vie et m'a mis en dette. Leur indicateur, s'il était vraiment Roch, n'avait aucune raison de faire une vidéo et de menacer ma mère si, derrière, il jouait pour éviter la prison. Pile, face. Sauf que, parmi les quelques gars de bas étage qui ont échappé aux arrestations massives à la fin de l'opération, devinez qui était parmi eux? Exactement, Roch. Accuser la gendarmerie, déposer une plainte, détruire sa carrière pour sauver l'honneur personnel, ou se taire, encaisser la gloire, avancer, construire une carrière à l'abri du regard. J'ai choisi de me taire. J'ai encaissé. J'ai laissé la politique s'en mêler. La coopération entre agences est déjà merdique quand tout va bien. Quand on commence à lancer des accusations sérieuses entre la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada, ça devient un bourbier où personne ne sort propre. Aujourd'hui, je travaille en crime financier à la Ville de Québec. J'ai même dirigé ma propre unité d'enquête pendant un moment. 2 postes confortables. Je les ai gagnés en mettant mon cul sur la ligne encore et encore pour des gens qui me considéraient comme une pièce dans un jeu. Tu entres dans la police avec l'idée que tu vas changer des choses. Si tu restes assez longtemps, tu comprends que tu n'es qu'un figurant dans un film qui dure trop longtemps. Jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour le regarder. Parfois, dans le silence d'un bureau vide, je sens encore la chaleur sèche du taser sur ma peau. J'entends parfois la respiration lourde de Roch. Parfois, je me surprends à toucher mon téléphone en pensant que je vais recevoir une photo. Et la nuit, quand la ville dort, je repense à ma mère au téléphone, qui jurait contre le mauvais matelas du motel. Ce souvenir, minuscule, humain, m'a sauvé. Mais il m'a aussi condamné à porter ce poids, à savoir que la vérité était un luxe que je n'ai pas pu me permettre, et que, dans ce jeu, il y a toujours quelqu'un pour déplacer les pièces quand tu regardes ailleurs. Je suis sorti de cette affaire vivant. J'ai une carrière. J'ai des collègues qui m'admirent. Mais parfois, dans un bistrot sombre, quand je murmure cette histoire à un ami, je sens encore le cliquetis de la chaise en métal, l'odeur du désinfectant et le goût du mensonge sur ma langue. Et c'est suffisant pour me tenir éveillé, pour me rappeler que j'ai joué avec des forces qui n'ont pas de morale. Je vous le dis sans phare, on m'a utilisé, on m'a mis en danger. Et au bout du compte, la seule chose qui m'a gardé en vie, c'était ma capacité à mentir jusqu'à l'écœurement. Parce que parfois, mentir, c'est survivre. Et survivre, c'est apprendre à vivre avec la peur. Je travaillais pour la Sûreté du Québec, ici, au Québec. Et un soir, on a reçu un appel. Un type, couteau à la main, arpentait son coin tranquille de banlieue montréalaise, en menaçant quiconque passait. On est sorti de la voiture. L'air était lourd. Il y avait cette odeur de gazole et de chaleur mouillée qui colle aux vêtements quand on arrive sur une scène. Le gars était pieds nus, en culotte, littéralement. Et on voyait bien qu'il était en plein épisode psychologique. On est formé pour désamorcer, mais ça reste difficile même avec des gens sensés. Ajoute un peu de folie, et tout devient imprévisible. Moi, j'avais l'arme létale à la main, mon partenaire tenait l'équivalent non létal. On a tenté d'ouvrir le dialogue, comme on nous a appris. Voix basse, gestes lents, pas de mouvement brusque.
Lui était complètement à côté de la plaque. Il criait, il vociférait contre son ex-femme Marie-Claude. Il parlait d'un enfant décédé. Mon partenaire a essayé la compassion à voix douce, à lui demander de déposer le couteau pour qu'on puisse comprendre pourquoi Jean-François, ou quel que soit son nom, était si perdu. Un instant, il s'est calmé. On a cru pouvoir le ramener. Et puis tout a basculé. Il est redevenu maniaque, a aboyé des insanités racistes sur les voisins, a juré qu'on voulait le tuer. On a reculé, on gardait la distance. Je me souviens du tic d'adrénaline. Un type de sa carrure peut infliger une blessure mortelle en un souffle. Il était grand, au moins 1,88 m, plus âgé, sec comme une corde, tendu par l'adrénaline. S'il avait voulu nous atteindre, il aurait pu combler la distance en quelques secondes. Pourtant, étrangement, il n'avait pas l'air de s'en prendre directement à nous. J'ai eu l'impression, que j'ai compris plus tard à quel point elle était juste, que s'il devait poignarder quelqu'un, ce ne serait ni mon partenaire ni moi. Ce que j'ai vu ensuite, je l'ai devant les yeux depuis presque 20 ans. C'est resté gravé, net, comme si quelqu'un avait figé l'horloge. Sa voix est passée d'un hurlement à quelque chose de fatigué, de presque triste. Il nous a demandé, presque en chuchotant, « Est-ce que je vais aller en prison ?» On a été honnête, parce qu'on nous a répété que l'honnêteté est la seule voie. Si tu mens à un gars dans cet état, il te traite d'ennemi et se braque. Mieux vaut parler comme si on était de son côté. Expliquer que la prison conne. C'est parfois la seule façon de le protéger de lui-même et de sortir de la spirale. Beaucoup de gens répondent qu'ils ne peuvent pas aller en prison, mais souvent c'est le déni avant d'accepter l'arrestation. Mon partenaire et moi, on a essayé de l'accompagner dans cette bascule, à dire qu'il pourrait être relâché en quelques heures, qu'on ne cherchait pas à le détruire, que s'il n'avait blessé personne, il pourrait même obtenir un crédit pour le temps passé. Je croyais que ça le ramènerait. Je pensais vraiment qu'avec la certitude de conséquences moindres, il se rendrait sans se battre. Au lieu de ça, il nous a regardés d'un air infiniment triste. Il a murmuré « Je suis désolé ». Puis il a enfoncé le couteau dans sa propre gorge. Le temps s'est mis au ralenti, pendant 1 seconde, 2 peut-être. Au début, la lame était tournée vers le bas, comme s'il comptait frapper quelqu'un d'un coup vertical. Puis il a stoppé. Il a regardé la lame, il l'a retournée d'un coup sec. Il l'a saisie à 2 mains. Je l'ai vu chercher la force, tout tremblant. Et puis il l'a plantée dans sa nuque. Mon partenaire et moi, on a crié « Fais le pas, fais le pas ». C'était vain. Ce n'était pas seulement qu'il s'était entaillé la gorge, c'était le son. Ce craquement malade, comme un os qui cède, le bruit de tissu qui se déchire. Et puis il a tiré la lame et il l'a refait. Il a ranimé le geste, encore, comme s'il suivait un rituel. Mon partenaire a réagi avant que j'aie le temps de bouger. Il a sorti son pistolet paralysant et l'a utilisé pour immobiliser l'homme. Puis il s'est précipité vers lui pour essayer de contenir l'hémorragie. Le pire, c'était d'attendre que la charge du pistolet perde de son effet. On voyait bien que cela ne suffirait pas. Le sang giclait littéralement entre ses doigts quand il a tenté de comprimer la plaie. Ses mains tremblaient. Ça n'a pas suffi. Je ne crois pas qu'il a survécu plus que quelques minutes. Mon partenaire a fini par abandonner, impuissant, et on a constaté le décès sur place. Quand les ambulanciers sont arrivés, l'homme ressemblait à un fantôme. Si ce n'était la rougeur du sang qui le maculait, il aurait été aussi pâle qu'un drap. Il était allongé, immobile, les yeux grands ouverts, comme pour défier le ciel.
Et il y a autre chose dont on ne se remet jamais. Je comprends la curiosité, l'envie de savoir ce qui se passe sur sa rue. Mais voir des gens sortir leur cellulaire et filmer les derniers instants d'un homme, je n'ai jamais pu comprendre ça. Ces vidéos finissent en ligne, regardées par des centaines de milliers de personnes. Le pire jour de la vie de quelqu'un devient un spectacle à consommer. Un moment qu'on regarde sur un écran avant de laisser un commentaire et de passer à autre chose. Rien ne me paraît plus dégoûtant. Je l'ai vu ce soir-là, et l'image m'a suivi. Le goût du métal dans l'air, le battement sourd de mon cœur contre ma gorge, l'odeur du sang mêlé à l'essence froide du quartier. Les gens qui chuchotent, les pas rapides des voisins attirés par le bruit, le clic des téléphones. Le visage du type, si vivant une seconde, puis si définitivement parti la suivante. Je ne peux pas effacer tout ça. Et j'ai compris que certains gestes marquent un homme à jamais. Quand on me demande de choisir, parmi tous les appels hors normes auxquels j'ai répondu, lequel m'a le plus marqué, je finis toujours par citer celui-là. On avait reçu un appel d'urgence pour une histoire de violence conjugale. La femme et son mari étaient blessés. Le pire semblait passé, mais elle voulait que des agents viennent récupérer, lui, comme elle disait. Mon coéquipier et moi, on s'est retrouvés être ces deux policiers de la Sûreté du Québec. Quand on parle d'une affaire de violence conjugale, la plupart des gens s'imaginent une scène précise. Deux qui se disputent, objets qui volent. On intervient, on sépare, et puis c'est réglé. Oui, ça arrive souvent. Mais les interventions peuvent être aussi variées que les gens qui s'y trouvent. Victimes, auteurs, témoins, et il faut l'admettre. On ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Chaque appel se traite au cas par cas. Cette fois-là, on est arrivé à l'adresse, dans une banlieue calme de Laval, juste à l'extérieur de Montréal. L'air sentait le gazon fraîchement coupé et quelque chose de métallique, comme un fil d'électricité. Sur la galerie, une femme d'environ la fin de la cinquantaine était assise, comme si rien ne s'était passé. Elle tenait des petits pois surgelés enveloppés dans un torchon, pressés contre une lèvre fendue. Le sang avait séché autour, l'odeur était âcre, un peu comme du fer chauffé. À part cette blessure, elle semblait étonnamment bien. L'incident paraissait clos. On était tendu quand on a demandé où était le mari. Elle a répondu d'un ton qui voulait tout et rien dire. Plus là, un soupir, un battement de cœur un peu trop rapide, et on a cru pouvoir se détendre. Parfois, l'auteur s'est barré quand la victime a appelé. Parfois, le couple est séparé. Alors, on a imaginé que c'était ce cas-là. On lui a demandé s'il y avait un risque qu'il revienne. Elle nous a dit qu'elle était assez sûre qu'il ne reviendrait pas. Phrase courte, voix calme. On s'est détendu un peu plus, et elle nous a proposé d'entrer pour quelque chose à boire. On a décliné l'offre de boire, mais on a accepté de s'asseoir dans le salon. Canapé vieux, ressort qui grinçait quand on s'asseyait. Elle a sorti un verre de thé glacé d'une carafe, condensation qui perlait, et on a commencé les questions de routine. Il t'a déjà frappé avant? Tu te sens en danger? Tu sais où il a pu aller? Tout au long de l'entretien, quelque chose m'a surpris. Elle paraissait presque joyeuse, légère, comme si un poids énorme venait de se lever de ses épaules. J'ai pensé d'abord que c'était ce mélange étrange de bravoure et de soulagement qu'on voit parfois chez celles qui ont fini par dire basta. Parfois, la peur a tellement rongé que la seule issue, quand elle trouve le courage, c'est la paix qui suit. Elle a répondu calmement, directement. «
Oui, il l'avait déjà frappée. Non, elle ne se sentait pas en danger. Mais quand on lui a demandé où il était, sa réponse a changé. Jusqu'alors, chaque réplique était nette. Et puis elle a dit « Je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas à moi de le dire. » C'était flou, détourné. J'ai vu mon coéquipier poser son stylo. Son visage s'était figé. On n'était pas naïf. Quand une victime devient évasive, on insiste. On sait que laisser une zone d'ombre, c'est risquer de perdre un détail crucial. On lui a demandé d'expliquer ce qu'elle voulait dire. On a reposé la question, plus directe. « Dis-moi précisément où il est. » Elle a soupiré, bu une gorgée de son thé glacé, et elle a pointé vers le plafond. Juste un geste, la main qui tremblait un peu. On lui a demandé de confirmer. « Il est à l'étage. » Elle a hoché la tête. On a demandé s'il se cachait, si c'était armé. Elle a secoué la tête et a dit « Il est dans la baignoire. » On est monté. L'escalier a craqué sous nos pas. Un long cri de bois qui a résonné dans la cage d'escalier. La maison sentait le propre et le renfermé, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer une odeur sale. On a ouvert la porte de la salle de bain. La lumière était allumée, un néon blafard qui rendait tout crayeux. Contre la baignoire, appuyé au mur, il y avait un fusil de chasse à double canon. Ce qui restait du mari pendait au mur, tête et épaules, comme une marionnette défaite. Le liquide rougissait la tuile, gouttes qui s'affaissaient et éclaboussaient nos chaussures. Il y avait une portion du visage sur le carrelage, une joue, un bout de narine encore accroché. Ce souvenir-là, la petite chose grotesque qui nous regardait du sol, m'a hanté. On a tous, au fond, la même matière fragile, chair, os, sang. C'était brutal, irréfutable. De retour dans le salon, la femme, elle avait dit s'appeler Marie-Claire, nous a dit de ne pas s'alarmer. Elle savait qu'elle allait sûrement finir ses jours en prison. Elle avait fait la paix avec cette éventualité. Elle a offert une confession, sans trembler. Elle a demandé si elle pouvait finir son thé glacé. J'ai dit que non, que je ne pouvais pas la laisser boire. Elle l'a bu quand même. Puis elle a dit, en jurant sur les yeux de son enfant, « Qu'est-ce que vous allez faire, officier? M'arrêter ?» Elle a ri presque. Moi, j'étais figé. J'ai juste regardé sa main quand elle a tendu ses poignets pour les menottes. La suite m'a paru vaporeuse. Les jours qui ont suivi, j'étais persuadé à presque 99% qu'elle allait passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Je n'avais pas tous les éléments. Je n'étais pas avocat. Mais pour ceux qui connaissent ce milieu, toi qui écoutes sûrement des histoires vraies de crimes, tu connais la notion de défense de la femme battue. Quand les avocats la plaident, quand ils dégagent des appels d'urgence, des constats, des antécédents, ça peut tout changer. Les avocats de Marie-Claire n'ont pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. Ils ont produit les fiches des précédents appels d'urgence, des interventions faites au fil des années, à Montréal et à Québec. La Cour d'appel du Québec a finalement annulé les condamnations. Non seulement les condamnations ont été effacées, mais elle a été indemnisée pour le temps qu'elle avait passé incarcérée. Le casier judiciaire du mari était si chargé que la province de Québec a considéré que son arrestation avait été injuste à certains égards, et elle a reçu une compensation. On m'a raconté, avec cette distance qu'on adopte ensuite, que c'était étonnant qu'elle ait survécu assez longtemps pour aller jusque-là. Après tout ça, elle est partie vivre chez des parents éloignés, des gens avec qui elle n'avait presque plus de contact, au bout de la Gaspésie. J'espère qu'elle a trouvé la paix, entourée de personnes qui l'ont aimée pour de vrai. Avoir été forcée, d'une manière ou d'une autre, de prendre une vie, ça laisse des traces. On se demande si on aurait pu faire autrement. On se tourne vers Dieu
ouvert le silence pour essayer de comprendre. Dans son cas, j'ai eu l'impression, et je me trompe peut-être, qu'elle dormait comme un bébé après. Il y a un vieux dicton qui dit que rien n'est plus terrible que la colère d'une femme trahie. Cette nuit-là, dans la maison qui sentait encore le thé glacé et le métal, j'ai entendu ce dicton prendre forme d'une façon que je n'oublierai jamais. Je travaillais à la Sûreté du Québec depuis 6 ans, quand l'une des enquêtes les plus lourdes auxquelles j'ai jamais participé m'a frappé. Et c'était l'une de mes toutes premières. Les vieux collègues disaient que nos premières affaires, qui nous marquent, restent gravées. Ils avaient eu leur clôture. Moi, pas. Tout avait commencé par un accident mortel sur l'autoroute 20, pas loin de Lévis. Un abruti à moto roulait à contresens sur l'autoroute et il a percuté, de plein fouet, une mère de famille qui revenait chez elle. Ils ont été projetés tous les deux, éparpillés sur l'asphalte, comme des poupées de chiffon. Le type à moto était mort sur le coup. L'enquêteur de scène de collision, lui, m'a mis un frisson dans la nuque en me racontant ce qu'il avait vu. Ce n'était pas un choc à vitesse normale. Même si le mec avait été vu un peu plus loin, quelques kilomètres avant, à rouler à environ 110 km à l'heure, les dégâts sur la voiture de la femme et sur la moto parlaient d'une vitesse folle. Selon lui, il n'y avait pas moyen qu'il ait touché la voiture à moins de 300 km à l'heure. Il avait vu des centaines de têtes à tête à 110. Ça ne ressemblait pas à ça. La scène faisait un bruit sourd, vous voyez. Les morceaux de métal grinçaient encore. Une odeur aigre de carburant et de sang flottait dans l'air. On sentait les battements de cœur dans les tempes, comme un tambour. L'enquêteur a pensé que le type s'était donné la mort. Un dernier geste pour emmener quelqu'un avec lui. Tu prends quelqu'un avec toi, fin de l'histoire. Peu importe, on devait annoncer la nouvelle. Et on devait le faire proprement. Pas de détails morbides, pas de mots sur le suicide, juste la réalité, froide et nette. Le coroner a mis du temps à identifier le motard, mais à la fin, il a été nommé Jean-Guy Tremblay. Et on a eu l'adresse, une grande maison cossue dans un quartier chic de Westmount. Maudit que ça claquait dans ma tête, le contraste. On est parti en fin d'après-midi pour être sûr que quelqu'un serait à la maison. Premier relent d'étrangeté. Normalement, quand une personne meurt dans un accident au petit matin, quelqu'un appelle rapidement. Un parent, une conjointe inquiète, un patron qui remarque l'absence au travail. Parfois, la police retrouve le corps avant même la dénonciation. Mais au moins, on a une piste parmi les personnes portées disparues. Oui, il arrive que des gens n'aient personne pour les réclamer, sans abri, drogués, vieux isolés. C'est triste et ça arrive. Mais un père de famille bien nanti, vivant dans un quartier huppé, qui meurt comme ça, et personne ne le signale. Il y avait quelque chose qui coinçait. On est arrivé. 2 voitures dans l'entrée. On était pratiquement certain à 99% que quelqu'un était là. On a sonné. Rien. Ça arrive souvent en ville. Parfois la personne prend un bain, met des écouteurs ou travaille dehors. On a fait le tour de la maison, à la recherche d'un indice. On a trouvé un portillon latéral déverrouillé qui donnait sur l'arrière. On a monté sur la petite terrasse derrière la maison. Des grandes baies vitrées donnaient sur la cuisine. Tout avait l'air normal. Le silence était lourd, seulement brisé par le souffle du vent dans les arbres et nos pas sur le bois craquant. Puis j'ai vu quelque chose près du frigo. Des aliments, des restes de bouffe jetés par terre, classés, comme si quelqu'un les avait alignés pour regarder. J'ai attiré l'attention de mon sergent.
occupé à regarder par une fenêtre latérale. Il a regardé à son tour. Il a reculé d'un pas. Puis il m'a tiré avec lui en m'ordonnant de radiolier le poste. Cause probable pour forcer l'entrée. J'ai obéi, sans vraiment comprendre. Mon sergent a mis le pied contre la porte et l'a défoncée. La porte a cédé avec un craquement. J'ai honte d'admettre combien de secondes il m'a fallu pour vraiment voir. Il faut dire que mon cerveau a voulu refuser ce que mes yeux enregistraient. Mon sergent s'est posé la même question que moi, à voix basse. Pourquoi quelqu'un aurait vidé complètement son réfrigérateur, étalé étagère par étagère, tiroir en plastique, verre cassé, comme si on voulait faire de la place pour quelque chose de très volumineux, pour quelque chose qu'on devait garder au frais, à tout prix. Je vais vous donner une seule bonne supposition. On a déployé sa femme hors du réfrigérateur. Béatrice, non, Marie-Claude, c'était son prénom. Et leur enfant, la femme, battue, étranglée, le visage détruit. Le bébé, coincé dans le congélateur, recroquevillé, comme plié sur lui-même. C'était net, c'était brutal. Ils avaient été frappés jusqu'à l'inconcevable, puis pliés comme du linge sale et entassés à l'intérieur du froid métallique pour cesser de sentir et pour ne pas déranger. L'odeur de froid et de sang m'a sauté au visage quand on a ouvert la porte. Le frigo gardait le silence, comme un tombeau. Les lumières de la cuisine nous sont tombées dessus, blanches, cruelles. À ce moment-là, la scène sonnait presque comme un mauvais film. Un père qui tue sa femme et son bébé, puis se suicide sur la route. Facile, propre, une histoire que l'on peut ranger. Mais les enquêteurs n'étaient pas satisfaits. Deux choses ont grincé dans nos têtes. Premièrement, Jean-Guy n'avait aucun casier. Zéro. Pas même une contravention. Aucun antécédent de santé mentale. Les proches n'ont pas raconté de dispute. Rien dans les téléphones de l'un ou de l'autre qui laissait entendre une relation tendue. Personne n'a déclaré qu'il était violent. Les amis ont dit « jamais une once de violence dans ce type ». Ça coinçait. Alors comment passer de « jamais » à meurtrier en série en une nuit? Deuxièmement, personne ne savait qu'il avait une moto. Pas un collègue, pas un ami, pas même la banque. Comment on cache une moto? On achète un véhicule pareil en cash ou on vous l'offre. On a regardé ses comptes bancaires sur les 2 années précédentes. Compte chèque, épargne personnelle, compte joint. Rien. Pas un achat qui expliquerait une moto. Il l'avait tenue secrète, volontairement. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait cacher? L'idée d'un secret planait comme une odeur noire. Et puis il y avait le plus étrange de tout. Il se pourrait que l'homme qui l'avait percuté sur l'autoroute connaissait la femme qui l'avait tué. Ça n'est sorti que bien après la clôture officielle du dossier, quand le mari survivant, Marc-André, a engagé un privé pour creuser. Le détective a découvert que Jean-Guy et Isabelle, la mère de 3 enfants, avaient travaillé, pendant la fin des années 2000, dans le même immeuble de bureaux au centre-ville de Montréal. Juste une petite période, 3 ou 4 mois, grosso modo. Ils travaillaient à des étages différents, pour des boîtes différentes. On n'a trouvé aucune preuve qu'ils se parlaient, qu'ils se fréquentaient. Rien dans les courriels, pas un signe d'interaction. Et pourtant, sur le bord sombre d'une autoroute, par une nuit sans lune, voilà qu'il percute une femme qui pourrait bien être une personne qu'il a un jour côtoyée dans un ascenseur. Je ne dis pas qu'il y avait forcément quelque chose, mais je ne peux pas non plus l'écarter. C'est la dissonance qui nous a rendus fous. Un homme sans histoire, sans violence connue, une moto cachée, des comptes vides, un frigo transformé en cercueil et une possible connexion, minime, presque risible,
entre le meurtrier et la victime. L'enquêteur de scène avait ses preuves techniques. Le coroner avait son verdict, la route avait rendu son cadavre. Mais la nuance, les questionnements, les pourquoi, tout est resté en suspens comme des gouttes d'eau dans un placard fermé. On a refermé le dossier. Officiellement, c'était simple. Meurtre-suicide. Mais pour la famille, pour Marc-André, pour les collègues, pour moi, il n'y avait pas de clôture. Les indices flottent encore dans ma tête comme des brouillards. Je repense souvent à l'odeur métallique du frigo, au verre froid du congélateur, au silence lourd de la cuisine, au bruit sec de la porte qui a cédé. Je revois la route, l'asphalte noir, le métal tordu, l'odeur du carburant. Mon cœur fait encore ce même battement quand je ferme les yeux. Un tambour irrégulier, sourd. 4 ou 5 ans ont passé depuis, mais ces questions ne m'ont pas lâché. Je crois que certaines blessures ne cicatrisent pas. On nous dit que le temps guérit. J'ai appris que le temps n'efface rien. Il laisse juste des cicatrices qu'on cache sous les manches. Et moi, parfois, la nuit, dans un bar sombre où je chuchote ces histoires à qui veut bien tendre l'oreille, je sens encore l'odeur du frigo. Il est né le 26 mars 1946. Jean-François Julien Schaffer a eu une enfance nomade qui a poussé sa famille d'un bout à l'autre du pays. D'abord en Ontario, puis au Nouveau-Brunswick, pour finir au Québec. On a dit de son enfance qu'elle avait été troublée, tourmentée. Les déménagements à répétition n'ont fait qu'empirer une atmosphère déjà lourde, étouffée par l'alcool et la violence du père. Pour fuir les colères de cet homme, Jean-François a passé des heures à errer dans les bois et les parcs qui entouraient la maison. Là, il a appris à connaître la nature comme on apprend un secret. Il a chassé les écureuils avec une vieille carabine à plomb rouge. Il a pêché dans un ruisseau voisin. Contrairement aux autres gamins, il aimait être seul. À l'école, on le voyait comme un solitaire. Certains disaient qu'il rêvait de devenir garde dans un parc national. L'adolescent était fasciné par l'extérieur, mais il a aussi basculé vers des obsessions moins innocentes. Un soir d'été, en rentrant d'une partie de pêche solitaire, il a emprunté un sentier derrière une rangée de maisons. Le soleil n'était pas complètement couché. Les voisins commençaient à se préparer au sommeil. Jean-François s'est arrêté. Il a espionné les chambres par les fenêtres entr'ouvertes. Une femme malchanceuse lui a offert un spectacle sans le savoir. Ce soir-là, il a senti naître quelque chose de froid et d'enivrant. Après ça, rôder autour des maisons habitées par des femmes est devenu un de ses plaisirs nocturnes. Un jour, on croit qu'il a volé des sous-vêtements qui séchaient dans un jardin. Il les a gardés comme trophées. Mais arrivé chez lui, il a ressenti une compulsion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, les enfiler. Mettre ses vêtements avait été pour lui comme voler un morceau de l'autre. Ce n'était pas seulement du tissu, c'était une prise sur quelqu'un d'autre. Au secondaire, plusieurs filles l'ont regardé avec une méfiance presque superstitieuse. Barbara Couture, une camarade, a raconté qu'il n'avait pas d'amis et qu'elle se serrait les genoux chaque fois qu'elle se retrouvait dans la même classe que lui. Il devenait presque contorsionniste pour regarder sous une jupe. On sentait déjà qu'il tanguait vers quelque chose de mauvais, et le mépris qu'on lui témoignait l'a enfoncé plus profond dans son noir intérieur. Il a commencé à élaborer des fantasmes compliqués, faits de bondage et de sadomasochisme. On a parlé d'un épisode où il s'est attaché à un arbre, vêtu de vêtements féminins, au cœur d'un coin reculé.
Pourtant, il a su garder un masque, celui d'un sportif calme et prometteur. Il a joué au football pour l'équipe de l'école et il s'est forgé la réputation d'un prodige du golf dans les clubs des cantons de l'Est. Pour qui ne le connaissait que de surface, il paraissait doué, réservé. Vous savez ce qu'on dit, méfiez-vous des silencieux. Marie-Thérèse Fournier a été l'une des rares à voir au-delà du masque. Ils se sont rencontrés à l'université Laval, où ils ont rejoint un groupe de chant de campus, Chanté 66. Ils se sont fréquentés par intermittence, puis ils se sont mariés en décembre 1968 et ont emménagé dans une petite maison en location à Sillery. Les premiers mois auraient dû être la lune de miel. Au lieu de ça, leur relation s'est effritée. Jean-François exigeait sans cesse des rapports conjugaux, mais rejetait toute demande de moments partagés, préférant partir seul encore et encore, en chasse. Marie-Thérèse s'est sentie délaissée, étouffée. Elle a demandé le divorce le 2 mai 1970, invoquant la cruauté extrême. Il n'y avait pas d'accusation formelle de coup, mais il n'aurait pas été insensé d'imaginer qu'il y en avait eu. Après le divorce, il a tâché de se lancer comme professeur. Ce rôle lui est apparu inadapté. Il s'est fait renvoyer de son premier poste pour avoir refusé d'écouter ses supérieurs et pour avoir imposé ses opinions politiques aux élèves. Des parents se sont plaints. 4 mois plus tard, il a perdu son emploi. Plus tard, en avril 1970, il a décroché un stage d'enseignement au lycée école secondaire de la Cité pour faire la géographie. Sa performance a été jugée médiocre quand elle n'a pas été décrite comme calamiteuse. Arrogance déplacée, connaissance superficielle. Moins de 2 mois après, il a été renvoyé à nouveau. Peu après, son ex-femme lui a envoyé les papiers du divorce. Le coût double de la séparation et du chômage l'a laissé dériver. Il est parti voyager longtemps, à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. On ne sait pas tout de ce qu'il a fait là-bas, mais il est revenu avec une vision qui allait déraper vers l'horreur. Le 1er septembre 1970, il a postulé pour une vacance au service de police de Laval, dans la région de Lanaudière. Sur sa demande, il n'a pas parlé de ses renvois précédents. L'année suivante, il a été admis à la Sûreté du Québec et il a terminé sa formation comme agent de patrouille à la fin de l'année, âgé de seulement 25 ans. Peu après être devenu policier, il a épousé Thérèse Dion, âgée de 19 ans. Le mariage a été moins explosif que le premier, sans être jamais harmonieux. En mars 1972, il a reçu une mention par ses supérieurs pour son courage lors d'une descente dans une maison de stupéfiants. Mais sa valeur a flétri. Il a développé une réputation sordide. Il aimait arrêter au hasard des conductrices. On a commencé à murmurer qu'il utilisait son uniforme pour obtenir des informations intimes. Une plainte a été déposée. Une femme a affirmé qu'un policier l'avait harcelé après un contrôle routier. Les supérieurs ne l'ont pas cru innocent. Il a dû démissionner. Il avait obtenu une lettre de recommandation de Laval. Il s'est vite relié à une autre municipalité, la MRC de l'Assomption, en juin 1972. Là-bas, on a vérifié que s'il avait un casier, on n'a pas fouillé sa trajectoire professionnelle. Grâce à un simple contrôle, il est redevenu un policier à part entière, avec la ceinture, la voiture, le pouvoir. L'après-midi du 1er juillet 1972, alors qu'il roulait en voiture de service, il a croisé 2 autostoppeuses adolescentes, Nancy Tremblay et Paulette Lavoie. Il a proposé de les conduire. Elles allaient vers Berthierville le lendemain matin. Il leur a proposé d'être leur chauffeur.
Elles ont accepté. Elles l'ont rencontré au kiosque du boulevard des Îles à 9h15 du matin. Il n'était pas en uniforme et il conduisait son véhicule personnel, mais il a réussi à les convaincre qu'il faisait encore officiellement la police. Les deux filles sont montées. Peu après le départ, il leur a proposé un détour pour leur montrer un vieux fort français près de l'île d'Orléans. C'était toujours tôt. Il avait été gentil. Nancy, 18 ans, et Paulette, 17 ans, ont accepté. Elles n'ont jamais su qu'elles venaient de signer pour l'enfer. À mesure qu'ils approchaient de l'île, il a dit des choses lourdes de sens, des avertissements sinistres sur les dangers de prendre des autos de parfaits inconnus, des histoires de réseaux qui donnaient des filles à l'abri de l'humanité, des mots coupants comme des lames. Puis il a arrêté la voiture, les a forcées à descendre, leur a promis de les abattre si elles desserraient les lèvres. Il les a bâillonnées, menottées, il les a traînées dans les bois. L'une a été attachée à un gros cyprès, pas très loin de la rivière Saint-Charles. Il a ligaturé ses jambes, sous les genoux au tronc. Puis il a passé une corde en forme de nœud coulant autour de son cou et l'a attachée à une branche, la forçant à se hisser sur la pointe des pieds pour soulager la pression. L'autre a été emmené plus loin dans les fourrés, ligoté de la même façon. Les filles ont dit que, après les avoir attachés, il s'est délecté à leur annoncer la suite. Ils allaient être torturés, violés, tués. Le salut est arrivé comme une série de bruits. La radio de sa voiture s'est mise à grésiller. Il l'avait gardée uniquement pour paraître crédible, et au moment où il allait accomplir son projet, la radio s'est allumée. Le directeur de la Sûreté du Québec a appelé Jean-François par son nom. Il y avait urgence au poste. Tous les réservistes devaient se rendre au bureau du directeur. Les filles ont entendu ces mots. « J'ai à partir, mais n'essayez pas de vous enfuir, parce que je reviens dans 1 minute. » Il est parti. Le destin lui a volé son retour. 2 heures se sont écoulées avant qu'il ne revienne. Assez pour que les 2 prisonnières tentent une fuite. Quand il est revenu et qu'il a trouvé leur lien vide, il a fait un geste stupéfiant. Il a appelé son directeur, Robert Crête. Il a avoué, d'une voix qui a tremblé, « J'ai fait quelque chose de très stupide. Vous allez être fâché contre moi. » Il a raconté une version édulcorée. Il disait avoir voulu leur donner une leçon sur les dangers de l'autostop et avoir dépassé les bornes. Le directeur et le lieutenant Melvin Gagnon ont pris la voiture et sont descendus sur la route 138, et ils ont trouvé une adolescente partiellement bâillonnée qui traversait une rivière peu profonde, rampant pour éviter d'être vue. C'était Nancy Tremblay. Elle avait la peur collée à la peau. Après leur témoignage, la police a arrêté Jean-François. Il a continué à prétendre que tout était bien intentionné. Les déclarations des filles étaient accablantes. Une des filles a expliqué comment elle s'était déliée en se tortillant contre ses liens, en s'appuyant sur des racines apparentes. Elle savait que, si elle lâchait prise, la corde la pendrait. Crête était écœuré. Il a renvoyé Jean-François avant même que des accusations formelles de séquestration et d'agression grave ne soient ni poursuivies. 2 semaines plus tard, Jean-François a réussi à rassembler la somme nécessaire pour sa mise en liberté sous caution. 15 000 $. Il est retourné auprès de sa femme à Repentigny. Pour sa famille et ses amis, il avait été victime d'un malentendu. Il pensait qu'il plaiderait non coupable, qu'on le défendrait et que l'affaire serait derrière lui. Ils ignoraient qu'il n'en était qu'au commencement. Le 27 septembre 1972, il a croisé Carole Plante, 17 ans, et sa copine Gabrielle Jeté,
16 ans. Les 2 filles l'ont reconnu d'un centre d'éducation des adultes à Laval et elles ont accepté son invitation à traîner. Plus tard, quand il a arrêté sa voiture pour les saluer, la mère de Carole est rentrée chez elle et a aperçu sa fille invitant un homme inconnu dans la maison. Jean-François s'est présenté comme Gérard et il a essayé de rassurer la mère, prétendant ne vouloir que du bien. Carole a promis de revenir rapidement. La mère, Lucille Plante, a noté le numéro d'immatriculation du véhicule, juste au cas où. Vers 20h45, Carole, Gabriel et Jean-François sont partis. 4 jours plus tard, il n'y avait toujours aucune nouvelle. Lucille a signalé la disparition à la police de Repentigny et elle leur a donné la description de l'homme et le numéro de plaque. Quand la police a vérifié la plaque, elle a trouvé qu'elle appartenait à un homme de Québec, sans lien apparent avec Jean-François ni avec les filles. C'était une supercherie. Jean-François avait changé les plaques sur sa Datsun pour rendre la voiture indétectable. Ce n'était plus un véhicule, c'était un chariot de boucher. La confusion a plongé la police dans l'incompréhension. En décembre de la même année, Jean-François a comparu en cour pour l'enlèvement de Nancy et Paulette. La cour, encore loin de se douter qu'un tueur se tenait parmi eux, l'a vu plaider coupable pour une seule accusation d'agression grave. Il a écopé d'une peine d'1 an de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 6 mois. Le juge a lancé. Abasourdi, c'est au-delà de l'imagination de la cour de concevoir quel âne astronomique tu as été dans cette affaire. En sortant du palais de justice le 22 décembre, Schaeffer a déclaré aux journalistes « J'ai fait une erreur stupide, mais personne n'a été blessé. Je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Aux yeux de beaucoup, il avait l'air d'un homme qui avait commis une grosse faute et qui acceptait la sanction. À l'intérieur, il jubilait. Il croyait s'en être sorti comme par miracle. Peu après le début de sa peine, Lucille Plante a fouillé la chambre de sa fille disparue. Elle a trouvé une lettre glissée sous le lit, signée « Gérard Berger ». L'adresse en haut avait été écrite à la main, insuffisante de prudence, et en contactant le gérant de l'immeuble mentionné, Lucille a découvert la véritable identité de Gérard. L'homme qui l'avait rassuré était celui qui venait d'être emprisonné pour enlèvement et tentative de meurtre. Jean-François a nié l'avoir jamais rencontré, mais Lucille l'a identifié à partir d'une ancienne photo de lui en uniforme de Laval. Maintenant, on le cherchait pour plus. Avant qu'on ait pu réarrêter Jean-François, une découverte macabre a eu lieu, l'après-midi du 1er avril 1973, un samedi qui sentait la terre humide. Un père et son fils fouillaient les fourrés du parc de la rivière des Mille-Îles, près de Saint-Augustin de Desmaures, à la recherche de canettes d'aluminium. Ils ont trouvé une fosse creusée entre des arbres. Sous une couche de terre et de feuilles, ils ont découvert 2 cadavres d'adolescentes. L'une portait des restes d'un jean bleu orné d'un écusson en forme de roadrunner. L'autre gisait nue. Les animaux du coin avaient dévasté les corps, sections dévorées, infestées d'insectes. Les carcasses étaient mutilées. Les médecins légistes ont trouvé que les moelles épinières des 2 filles avaient été sectionnées au niveau du cou et du bas du dos. Une paralysie volontaire, sans doute pour les contrôler plus aisément. Elles avaient été décapitées. Leurs maxillaires portèrent des fractures, signe d'un tabassage soutenu. Des griffures profondes barraient la base d'un arbre tout près de la tombe. L'une ou les 2 victimes avaient été suspendues suffisamment longtemps pour laisser une empreinte marquée. Plus glaçante encore, les initiales G, J
avait été gravée dans l'écorce, comme un tatouage sauvage, l'empreinte du nom Jean-François Julien Schaffer. Les corps ont été transportés au bureau du coroner en chef du Québec pour identification. 4 jours plus tard, les dossiers dentaires ont confirmé. C'était Carole Plante et Gabriel Jeté. Quand on a appris la nouvelle en prison, Jean-François a demandé un avocat et il a refusé de parler aux autorités avant d'en avoir un. La police a perquisitionné la maison de sa mère à la recherche de preuves. Là, sous un lit, ils ont trouvé une boîte en carton pleine de cahiers manuscrits. Ces journaux totalisaient plus de 300 pages de fiction morbide et sadiquement illustrée. Les textes, rédigés sur plusieurs années, contenaient des thèmes récurrents: enlèvement, viol, exécution par pendaison. Dans ces récits, il se mettait en scène en tortionnaire. Il traitait les femmes avec des insultes misogynes. Dans une histoire, il obligeait les victimes à boire de la bière la corde au cou pour les voir uriner avant la pendaison. Dans une autre, il racontait comment il revenait déterrer ses victimes, leur arracher des dents et les profaner davantage. En analysant une de ces entrées, la police n'a plus ri. Ils ont reconnu un compte-rendu réel, le récit détaillé du retour sur les tombes, peu après l'enterrement de Carole et Gabriel. Lors de la fouille, ils ont aussi trouvé des armes à feu, des couteaux de chasse, des outils de bondage et tout un attirail BDSM. Ils ont récupéré 37 photos Polaroid en noir et blanc, montrant des femmes pendues et mutilées. D'autres clichés montraient Schaffer habillé en femme, se filmant simulant sa propre pendaison, avec des excréments étalés sur les fesses. Les images déchiraient le silence. Ils ont aussi mis la main sur une lettre d'un correspondant d'Australie, un certain homme de l'État de Victoria. Les deux hommes semblaient s'être rencontrés lors de l'été 1970, quand Jean-François voyageait en Afrique du Nord. La lettre était cryptique et l'enveloppe contenait des photos. Scènes après massacre dans un village du Sahara, corps mutilés d'Espagnols et d'Autochtones, présentés presque comme des curiosités. Le correspondant paraissait traiter l'horreur comme une attraction. Le plus accablant restait la petite boîte à bijoux dorés. À l'intérieur, les policiers ont trouvé des passeports, des morceaux de vêtements et des bijoux ayant appartenu à une variété de femmes et de filles. Un médaillon portant les initiales MTN n'a jamais été relié à personne, mais un bracelet gravé Lee a été identifié comme appartenant à Lee Heinlein Bonadis, une voisine de Schaeffer à l'adolescence, disparue depuis le mois de septembre 1969. On a aussi trouvé un permis de conduire au nom de Barbara Ann Wilcox et un passeport au nom de Colette Marie Gagnon, toutes deux signalées disparues en janvier 1973. Des fragments de dents et d'os appartenant à au moins 18 victimes différentes ont été découverts cachés autour de la propriété. Le compte réel des personnes que Jean-François avait détruites était bien plus élevé. Le 18 mai 1973, Jean-François Schaffer a été formellement accusé de meurtres au premier degré et transféré à l'Institut Philippe Pinel. Le docteur Benjamin R. Ogburn a mené l'évaluation psychiatrique. Un passage de son rapport disait ceci: On a observé des sentiments paranoïaques considérables, de l'hostilité et de la colère qui éclatèrent pour peu. D'autres avaient décrit ce patient comme présentant un trouble de la personnalité. En outre, il y avait une vie fantasmatique très active. Il était considéré comme une personne très dangereuse, tant pour lui-même que pour autrui. Le docteur Ogburn
a décrit Jean-François comme quelqu'un qui se voyait éliminer les femmes qu'il jugeait immorales. Malgré sa psychose dangereuse, il était jugé apte à subir son procès. Le procès a commencé le 17 septembre 1973. La Cour suprême du Québec avait récemment déclaré la peine capitale inconstitutionnelle. Les procureurs ont donc demandé l'emprisonnement à vie. Incroyablement, face à l'énorme amas de preuves, Jean-François a plaidé non coupable et il a suivi les audiences avec un mépris hautain. Le premier jour, les parents de Carole sont montés à la barre pour identifier formellement l'homme qu'ils avaient vu avec leur fille avant sa disparition. Un témoin a expliqué que l'absence d'érosion sur la tombe suggérait qu'elle avait été creusée au moins 2 fois, confirmant qu'il était revenu profaner les corps. Nancy Tremblay et Paulette Lavoie ont raconté leur propre frayeur. La défense a même tenté de retourner la vidéo de la reconstitution pour prétendre que Jean-François n'avait fait aucun mal. On a présenté comme pièce la racine d'arbre sur laquelle Carole et Gabriel avaient dû se tenir pour prouver la contrainte. Un micro-analyste a dit que les fibres des vêtements retrouvés correspondaient exactement à un vêtement de Carole. Quand le jury s'est retiré, il a pris 5 heures. À son retour, il a rendu un verdict, coupable de 2 meurtres au premier degré. Quand on lui a demandé s'il avait quelque chose à dire avant la sentence, il a clamé son innocence et demandé à être interné dans un hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison. Lucille Plante, la mère de Carole, avait d'abord soutenu la peine de mort. Après, elle a changé d'avis. Au début, je pensais que j'aimerais le voir mort, a-t-elle dit aux journalistes. Mais je crois que l'on souffre davantage avec la détention. La mort, c'est la voie facile, du moment qu'il ne revoit jamais la rue. Dans les années qui ont suivi son emprisonnement à vie, Jean-François n'a cessé d'affirmer qu'il avait été piégé par des procureurs trop zélés. Il a qualifié ses victimes de femmes faciles, usagères d'héroïne, et il a blâmé leurs parents, comme si ce fût une ultime insulte à ceux à qui il avait arraché des enfants. Peu de choses eurent l'air de changer son arrogance. Le matin du 3 décembre 1995, on l'a retrouvé poignardé à mort sur le sol de sa cellule. Il avait été frappé plus de 40 fois au visage, à la tête, au cou et au corps. La gorge avait été tranchée, son œil droit avait été détruit et plusieurs côtes étaient fracturées. On a dit qu'un codétenu de 32 ans, Vincent Rivard, l'avait tué après une dispute à propos d'une tasse d'eau chaude. Mais la vérité était plus prosaïque et plus cruelle. On avait ciblé Schaffer parce qu'il était ancien policier et parce que des rumeurs lui prêtaient le rôle d'indique. À l'annonce de sa mort, la mère de Gabriel Jeté a réagi sans pitié. « C'est une justice longtemps attendue », a-t-elle dit. « J'ai toujours cru qu'il finirait ainsi. J'aurais souhaité que cela arrive plus tôt. Il a finalement reçu la peine de mort qu'il méritait, mais qu'on ne pouvait pas lui infliger. » Après le meurtre de Jean-François, son ancien directeur, Robert Crête, celui qui avait aidé à sauver ses 2 captives, a livré une déclaration aux médias. « Les victimes ne sont pas les seules touchées par cette affaire », a-t-il dit, la voix lourde. Les familles des victimes et aussi les hommes des forces de l'ordre qui traitent ces dossiers. Aucun d'eux ne sera jamais le même. Dans le whisky tiède d'un bar mal éclairé, on parle parfois encore de Jean-François Schaffer. Les habitués baissent la voix, sentent l'air se refroidir, entendent le craquement du bois, et si l'on ferme les yeux, on croit deviner le souffle d'un homme qui a appris trop tôt que certains secrets finissent par revenir comme des chiens errants, affamés et vengeurs.